Dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les étapes de montage de cette blouse qui peut également se décliner en robe avec l'ajout d'une deuxième basque froncée. Alors, première chose à faire, comme d'habitude avant de passer à la couture, c'est de préparer vos pièces. Donc dans votre tissu, plié en deux, vous coupez les pièces, dont certaines sont au pli, d'autres non. Il faut bien se référer aux indications du patronage. Et alors pour vous repérer ici, vous avez l'endroit de mon tissu, donc avec l'imprimé, et voici l'envers. Voilà, vous pensez bien à reporter tous les crans qui sont indiqués sur le patronage. Donc un cran, c'est une petite fente dans la marge de couture qui va servir de repère pour le montage. Donc c'est très important de penser à les reporter, donc comme par exemple ici sur une manche. Et pour les pièces qui sont coupées au pli notamment, on peut marquer d'un cran le milieu, donc le pli, puisque là aussi ça va être un repère important pour le montage. Donc je pense ici particulièrement aux basques froncées qui sont coupées au pli et pour lesquelles ça va être important de repérer le milieu. Ensuite, je pense bien à reporter l'emplacement des pinces sur l'envers du tissu. Donc, comme je l'ai ici, donc là j'ai utilisé un papier carbone et une roulette pour reporter ma pince. Et dernière chose, je vous recommande fortement de bloquer l'encolure, l'emmanchure et l'épaule à l'aide d'un droit fil thermocollant. Donc pour savoir comment faire, je vous invite à regarder une petite vidéo dédiée à ce sujet sur le site internet dans la partie astuces et tutoriels vidéo. Donc là vous pouvez voir ici, peut-être difficilement parce que c'est assez ton sur ton, j'ai posé un droit fil thermocollant blanc. Donc sur l'envers du tissu au niveau de l'encolure et des épaules et sur l'endroit des emmanchures à moins de 1 cm du bord pour éviter qu'il ne soit visible sur l'endroit. Donc allez voir cette petite vidéo pour savoir comment faire, je vous explique tout. Maintenant on va pouvoir passer à la couture. Première étape, on va piquer les pinces de taille sur le dos et sur le devant. Alors avant de la piquer, je commence par la préparer. Donc je plie mon tissu endroit contre endroit et je superpose mes deux reports de pinces. Alors attention ici, vous voyez peut-être à l'écran, il y avait un premier report en rouge mais qui est faux. Le report à prendre en compte, c'est bien le report de la pince en jaune, donc ligne sur laquelle j'ai piqué. Donc je le plie endroit contre endroit, je superpose mes deux côtés. Pour la préparation, j'ai positionné quelques épingles, en fait vraiment le long de la ligne pour vérifier que je tombais bien sur la même ligne de l'autre côté. Donc ça me permet de bien caler, de bien superposer les deux lignes de la pince jusqu'à son extrémité. Donc là j'ai positionné plusieurs épingles. Voilà. Puis pour piquer la pince, j'ai démarré par le bas avec un point d'arrêt. Je pique précisément sur la ligne en retirant les épingles petit à petit, jusqu'à ici, avant la fin de la pince, ne prendre que quelques fils du tissu. Donc j'arrive vraiment quasiment au bord. Et ensuite, une fois l'extrémité de la pince dépassée, je pique dans le vide sur 2-3 cm. Donc le fil s'entortille tout seul et je le laisse un peu long. Donc je le coupe à 2-3 cm. Voilà, une fois que ces pinces-là sont piquées, donc 2 sur le devant, 2 sur le dos, au fer, je les plaque toutes les deux vers le milieu. Ensuite, je vais assembler les épaules du dos et du devant avec la méthode de la couture ouverte avec surfil replié. Alors, comme son nom l'indique, je commence par un surfil, que j'ai déjà fait ici. Bon, c'est pas indispensable le surfil, mais ça aide à déjà avoir un bord qui ne s'effiloche pas, et puis ça aide à mesurer directement le repli que je vais effectuer vers l'envers. Donc là, moi j'ai surfilé avec ma surjeteuse 3 fils sur 5 mm de large, puis j'ai précassé, donc j'ai écrasé au fer vers l'envers du tissu de cette même largeur, de 5 mm. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est pas grave, on ne fait pas de surfil. En revanche, il vous faudra bien précasser.
Donc moi je peux vous conseiller de vous fabriquer un petit couturomètre en carton. Il est intéressant parce qu'il permet de passer le fer dessus sans que ça s'abîme et sans que ça abîme le tissu. Donc vous le positionnez au bord de votre tissu, vous repliez donc sur 5 mm, donc là le repère que j'ai tracé au feutre. Hop, et avec le fer à repasser, on repasse, on écrase et donc ça va figer, ça va marquer le pli en fait à 5 mm. Donc voilà, j'ai fait ça sur mes 4 épaules. Et une fois que c'est fait, c'est ce que j'ai déjà fait sur le dos, et bien j'ai piqué mon repli en place. Ça permet de bien le maintenir et l'intérêt de ça, c'est d'avoir une finition parfaitement propre ensuite sur l'intérieur du vêtement. Donc là, on voit ma ligne de piqûre. Alors, c'est pas la ligne de piqûre la plus facile à faire, hein, on va pas se mentir, dans la mesure où c'est très près du bord, donc il faut y aller doucement. Voilà, et l'intérêt, donc vous verrez par la suite, ça va être sympa d'avoir vraiment un intérieur de blouse très très bien fini. Donc une fois que ce sera fait sur mes 4 épaules, je vais pouvoir positionner le dos et le devant endroit contre endroit. Je vais épingler, donc d'abord aux extrémités. Donc en principe, les deux longueurs sont parfaitement identiques, d'autant qu'elles ont été figées en fait à l'aide d'un droit fil thermocollant. Donc en principe, ça n'a pas bougé. Donc je fais bien correspondre les extrémités et je superpose les deux bords. Donc, je positionne autant d'épingles que je souhaite perpendiculairement à ma future couture. Et là, je vais piquer à 1 cm. Et une fois que mes épaules ont été assemblées, j'ai pu ouvrir la couture au fer. Ensuite, vous allez pouvoir réaliser une finition bordée avec biais plaqué pour l'encolure. Donc pour ce faire, je vous invite à aller regarder la vidéo correspondante qui vous explique toute la méthode, toujours sur mon site internet dans la partie astuces et tutoriels vidéo. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. J'ai donc positionné un biais sur l'envers, sur l'intérieur du vêtement, surpiqué sur l'endroit qui permet d'assurer une finition parfaitement nette et notamment pour les angles où je vous présente dans cette vidéo une technique très sympa qui vous permet de faire une finition absolument nickel sur chaque angle avec un petit raccord. Donc voilà ce que ça donne sur le dos et sur mon devant. On va pouvoir maintenant réaliser les liens que l'on pourra piquer au niveau de l'encolure dos. Comme il s'agit d'un V relativement profond, ça évitera que les épaules ne glissent. Donc on prend les deux bandes et l'idée c'est de les précasser à chaque quart. Alors vous pouvez pour cela vous aider d'un appareil à biais, donc comme celui-ci. Donc je rentre ma bande d'un côté, elle ressort presque pré-pliée et ensuite à l'aide de mon fer à repasser, j'écrase ces plis et petit à petit je décale mon appareil. Donc ce que j'ai déjà fait ici. Et ensuite, une fois qu'on a marqué les plis extérieurs, on plie à nouveau en deux et même chose, on marque le pli au fer sur tout le long. Ensuite, on va pouvoir réaliser une piqûre à 2 mm du bord de façon à fixer le bord ouvert, donc ce que j'ai déjà fait ici. Donc ma bande est pliée puis piquée, donc voilà, j'obtiens mon lien. Ensuite, au niveau de l'encolure dos, je vais me positionner environ 4 cm plus bas que l'épaule. Ici. Et là, je vais pouvoir fixer mon lien. Donc, je vais positionner une épingle perpendiculaire à ma couture, toujours. Et là, je vais piquer quelques points, alors plutôt un point bourdon, c'est-à-dire un zigzag très serré pour bien maintenir l'extrémité de mon lien. Donc je vais réaliser cette piqûre des deux côtés, donc avec chacun des deux liens positionnés au même niveau. Alors voilà, mes deux liens sont assemblés. J'ai ici mon point bourdon
donc que j'ai réalisé par-dessus la surpiqûre de mon biais de finition d'encolure. Et ensuite, comme le point bourdon est un point très serré, ça assure en même temps la finition du lien. Donc j'ai pu le recouper ici parfaitement au ras de ma couture. Ensuite, pour terminer l'extrémité de mon lien, alors déjà je peux le recouper si je le trouve un peu trop long. Et puis ici je peux glisser un petit embout métallique éventuellement et ensuite faire un petit nœud pour le maintenir ou tout simplement comme j'ai fait là, un petit nœud à l'extrémité du lien. Alors, première chose, j'ai piqué ici un fil de fronce dans la marge de couture qui est de 1 cm entre les deuxièmes crans les plus éloignés du cran de tête de manche. Donc ça, c'est mon cran de tête de manche. Un deuxième cran, je commence ici et un deuxième cran, je m'arrête là. Donc je laisse les fils dépasser et je ne fronce pas pour le moment. Ce fil de fronce va tout simplement me servir à répartir l'embut. L'embut, c'est le fait que dans une courbe, deux morceaux qui s'assemblent, eh bien l'un des deux va avoir plus de longueur que l'autre. Donc c'est ce qui va permettre à la manche d'avoir un joli tombé. Mais ne vous inquiétez pas, ce fil de fronce ne va pas créer de fronce sur la tête de manche. Deuxième préparation, au niveau du bas de la manche, j'ai précassé de 2 fois 2,5 cm. Donc je retrouve l'écran des côtés qui m'indique cette mesure, mais je peux tout à fait me servir à nouveau de mon couturomètre. Donc je plie à 2,5, j'écrase au fer une première fois et une deuxième fois. Ensuite, je vais pouvoir fermer les côtés de ma manche avec la méthode de la couture ouverte avec surfil replié. Donc la même méthode que celle utilisée pour assembler les épaules. Donc je vais commencer par piquer un surfil, si j'ai une surjeteuse, donc surfil 3 fils de ma surjeteuse à 5 mm, et je vais précasser. Donc dans tous les cas, je précasse à 5 mm, donc c'est assez minutieux puisque c'est assez étroit. Attention à ne pas vous brûler avec le fer. Une fois que j'aurai précassé, je pourrai glacer ce repli. Donc je réalise une piqûre droite simplement pour le maintenir en place. Et ensuite, je pourrai positionner les deux extrémités endroit contre endroit. J'épingle et je piquerai à 1 cm. C'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre manche. J'ai donc piqué à 1 cm, puis ouvert ma couture au fer. Maintenant, je vais retrouver les marquages de mes replis à 2,5 et je plie le long de ces marquages. Donc, je peux les remarquer à nouveau au fer, notamment sur la couture que je viens de faire. Je plie une deuxième fois. Je fais attention à ce que les replis à l'intérieur se positionnent bien à plat. Et sur ce bord-là, en laissant donc mes deux replis pliés, je vais pouvoir surpiquer à 5 mm du bord sur tout le tour. Et une fois que j'ai réalisé cette piqûre à 5 mm sur tout le tour, je peux la déplier. Donc là, je constate que ça a réalisé en fait la finition du bas de manche. Je ne vois plus aucune effilochre, aucun fil qui dépasse. Donc ça, c'est un gros avantage. Et ensuite, simplement pour faire une surpiqûre esthétique, c'est pas nécessaire, mais bon, moi je trouve que c'est sympa de le faire. Ici, à 5 mm du bord, je vais à nouveau piquer sur tout le tour. Et puis au fer, je pourrais écraser l'ensemble pour bien positionner le revers vers le bas, le repli vers le haut et la manche vers le haut. Donc ce que j'ai déjà fait sur l'autre manche. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc c'est un bas de manche qui à la fois est fantaisie et en même temps assure une finition absolument parfaite de l'intérieur de la manche. Ensuite, on va fermer les côtés du dos et du devant avec la méthode de la couture anglaise. Alors la couture anglaise, elle a la particularité de se faire en deux temps. Il y a deux piqûres, donc une première, comme je l'ai réalisée ici, alors à 8 mm du bord. Donc moi j'ai réalisé la première couture avec ma surjeteuse 5 fils. Donc elle pique à 5 mm et elle recoupe en même temps le bord du tissu. J'ai recoupé 3 mm. Sachant que mon surjet mesure 5 plus 3, ça me fait bien mes 8.
Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait piquer avec une machine à coudre normale à 8 mm. Et dans ce cas, vous diminuez ensuite la marge de couture par 2, puis vous ouvrez la couture au fer. Donc ici, c'est pas le cas. Je ne peux pas l'ouvrir au fer puisque c'est piqué en même temps. Eh bien, je l'ai plaqué sur l'un des deux côtés. Maintenant, je vais pouvoir retourner mon vêtement et je vais plier le long de cette couture. Donc, je peux positionner quelques épingles, pourquoi pas m'aider du fer également. Donc, sur toute la longueur, le pli correspond à la couture. Voilà, et une fois que je suis prête, je vais pouvoir piquer cette fois-ci à 6 mm, là, tout le long, de façon à renfermer la marge de couture que j'ai faite précédemment. Donc c'est ce que j'ai déjà réalisé de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc on n'a aucun fil apparent, tout est absolument caché à l'intérieur. Et ensuite, cette marge de couture, je la plaque au fer vers le dos. Donc ça, c'est particulièrement intéressant comme méthode d'assemblage pour les tissus qui sont fins, qui s'effilochent beaucoup. Enfin, surtout ceux qui sont fins d'ailleurs, parce que ça va permettre de donner plus de solidité à l'ouvrage, donc que ce soit au porté ou même au fil des lavages. Ensuite, on va pouvoir assembler les manches sur le top. Et pour cela, je garde le top sur l'envers. Je mets la manche sur l'endroit et je la passe par l'intérieur du vêtement pour aller la positionner endroit contre endroit sur son emmanchure correspondante. Alors attention, il y a bien une manche droite et une manche gauche puisque je dois me repérer pour cela au cran. Deux crans assez rapprochés correspondent au devant alors qu'au dos, je n'ai pas ces mêmes crans rapprochés. Donc je me mets côté manche, je vais positionner différentes épingles. Alors la première, ça va permettre de superposer les deux coutures du côté. On a la couture du côté du top et la couture qui a permis de fermer la manche. Donc là, je mets une première épingle. Et ensuite, je vais faire correspondre tous les crans que je trouve. Donc là, je suis au dos, j'en ai un premier. Je continue à monter, j'en ai un deuxième. Ensuite, le cran de la tête de manche correspond avec la couture de l'épaule. Je continue à tourner, j'ai à nouveau un cran. Et là, j'arrive sur mes deux crans rapprochés qui correspondent donc au devant. Voilà, une fois que cet épinglage est fait, je vais maintenant pouvoir tirer légèrement sur le fil de fronce de façon à regrouper en fait la manche, donc non pas créer des fronces en tant que telles, mais faire correspondre en fait les deux longueurs. Donc ici par exemple, voilà, j'ai donc tiré sur mon fil de fronce, on voit bien que ça ne fait pas de fronce, mais au moins j'arrive à avoir deux longueurs identiques. Donc toujours en positionnant mes deux tissus bord à bord. Donc là je peux mettre pas mal d'épingles hein, comme toujours. Là, c'est pas une couture, ce ne sera pas une couture visible sur l'endroit, donc je n'aurai pas forcément besoin de les retirer avant de piquer. Et idem sur le dos, je tire délicatement, je répartis, j'évite les fronces. Et je mets des épingles. Donc je continue cet épinglage sur tout le tour. Voilà, je prends mon temps, c'est une étape assez importante, permettra d'avoir une jolie manche. Et une fois que mon épinglage est terminé, je vais pouvoir piquer à 1 cm.
Donc ce que j'ai déjà fait de l'autre côté. Voilà, ma manche est assemblée. Maintenant, pour terminer proprement cette emmanchure, j'ai deux solutions. La première, c'est tout simplement de surfiler, donc à l'aide d'une surjeteuse. Enfin, j'ai même trois solutions. Je surfile à l'aide d'une surjeteuse, donc ça recoupe les effilochures. La deuxième, c'est je recoupe les effilochures à la main et je réalise un point zigzag avec une machine à coudre classique. Et la troisième, ça va être je borde cette couture, donc je positionne un biais aussi fin que possible à cheval sur la marge de couture. Pour réaliser une basque froncée, je commence par piquer 2 fils de fronce parallèles et dans la marge de couture. Alors un fil de fronce, on l'obtient avec un point très long et une tension du fil supérieur très faible. Et je ne fais pas de point d'arrêt ni au début et à la fin, et je laisse dépasser les fils pour me permettre de froncer dans un deuxième temps. Ensuite, je vais assembler les côtés avec la méthode de la couture anglaise. Donc ce que j'ai déjà fait de l'autre côté. Ici, donc ça permet de finir très proprement l'intérieur. Et au fer, je vais plaquer cette marge de couture vers le devant. Alors quand on a deux basques comme ça, le devant est généralement plus grand que le dos, c'est en tout cas le cas ici. La basque devant est légèrement plus longue que la basque dos. Je vais faire pareil de l'autre côté, je vais fermer l'autre côté de ma basque avec la technique de la couture anglaise. Alors attention, au moment de réaliser ma couture anglaise, je fais bien attention à ne pas prendre les fils de fronce puisqu'ils vont me servir dans un deuxième temps, c'est-à-dire maintenant au moment d'assembler la basque avec la partie du haut. Donc ici, en l'occurrence, avec le buste, donc j'ai repéré que là j'ai ma basque dos et là j'ai ma basque devant. La basque devant est un peu plus longue. Je vais positionner la partie haute sur l'endroit, dans la basque, sur l'envers, de façon à me retrouver endroit contre endroit. Et je vais épingler. Donc je commence par des coutures des côtés que je superpose. Donc là j'ai une marge de couture de chaque côté, puisque là ce sont deux coutures anglaises. Et j'épingle. Et ensuite je fais tout le tour comme ça pour faire correspondre l'écran. Alors parfois les crans correspondent à un autre cran, parfois ils correspondent à une couture de côté, et parfois ils correspondent à la pince. Donc évidemment j'ai plus de longueur sur la basque que sur le buste, puisque la basque va être froncée. Donc je continue comme ceci sur tout le tour. Et une fois que ces points de repère auront été épinglés, eh bien je vais pouvoir tirer sur mes fils de fronce de façon à obtenir les mêmes longueurs sur le buste et sur la basque. Alors quelques astuces pour vous aider à répartir les fronces. Donc première étape, comme je vous le disais, j'ai fait correspondre l'écran. Ensuite, j'ai tiré sur mes fils de fronce. J'ai réparti vraiment grossièrement dans un premier temps. Ensuite, je vais démarrer du milieu vers les côtés et je vais travailler tronçon par tronçon, c'est-à-dire à chaque fois entre deux épingles. Donc je commence au milieu, qui est là, et je vais m'occuper de cette partie-là, donc entre mes deux épingles. Puisque mes fils de fronce sont sur les côtés, c'est pour cette raison. Donc là, tout d'abord, avec les doigts, je peux essayer de répartir un peu mieux mes fronces. Ensuite, je cale la partie qui m'intéresse entre mes deux doigts et à l'aide d'un poinçon, donc cette petite pointe métallique, je vais pouvoir répartir plus finement les fronces. Donc l'intérêt de cette pointe métallique, c'est que ça agrippe les fronces sans abîmer le tissu. Donc là, ça me permet une répartition bien plus fine. Et une fois que je suis satisfaite, donc je continue à positionner mes deux morceaux bord à bord. Et bien là, je positionne plus d'épingles, autant que je souhaite, pour bien maintenir en place cette répartition de mes fronces.
Voilà, et ensuite je vais au tronçon suivant, donc toujours de l'intérieur vers les côtés. Donc je répartis à la main grossièrement. Je fais attention à bien tenir mes fils de fronce pour éviter que ça s'en aille, que les fronces partent. Hop, je tire pour faire correspondre mes deux longueurs. Je répartis finement. Voilà, et quand je suis satisfaite, j'épingle. Donc voilà, donc je continue ça sur tout le tour. Et une fois que mon épinglage sera suffisant, eh bien je pourrai piquer à 1 cm pour assembler mes deux parties. Et donc grâce au bon épinglage que j'ai fait précédemment et à la bonne répartition des fronces, eh bien une fois que c'est piqué comme ici, on voit bien que les fronces sont bien réparties, ça donne un joli rendu. Voilà, après avoir donc piqué à 1 cm, j'ai surfilé cette marge de couture. Donc toujours mieux avec une surjeteuse puisque ça recoupe en même temps les effilochures. Si vous n'en avez pas, vous commencez par recouper les effilochures et ensuite vous faites un point zigzag avec une machine à coudre classique pour éviter que ça ne s'effiloche encore plus. Voilà, ensuite au fer, on positionne cette marge de couture vers le haut. Donc ici en mettant à l'intérieur, j'écrase un petit peu les fronces et je positionne, je plaque ma marge de couture vers le haut. Voilà, maintenant dernière chose, il ne nous reste plus qu'à réaliser l'ourlet au moyen d'un double rentré au bas de la blouse. Donc moi j'ai commencé par réaliser un surfil parce que j'ai un tissu qui s'effiloche pas mal. C'est pas nécessaire mais c'est pratique parce que d'une part ça retire les effilochures et d'autre part ça me permet d'avoir la mesure de 5 mm plus facilement visible puisque je vais devoir préparer le bas avant de pouvoir piquer cet ourlet. Donc je vais précasser une première fois à 7 mm, donc un tout petit peu plus que mon surfil de 5. Donc je peux, là encore, comme toujours, à chaque fois que je précasse, je peux m'aider de mon couturomètre. Donc je vais précasser une première fois sur tout le tour, puis une deuxième sur tout le tour également. Et ensuite, je pourrai surpiquer à 5 mm. Donc voilà ce que ça donne une fois que mon ourlet a été piqué. Donc c'est parfaitement propre à l'intérieur, à l'extérieur. Pour réaliser une version robe, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir une basque, on va en avoir deux. Donc la technique d'assemblage entre la basque du bas et la basque du haut sera parfaitement identique à celle entre la basque et le buste. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.